Merci beaucoup, Michel. Je suis comme toi allé sur Google Scholar pour voir un petit peu les traces du mot dignité. C'est aussi un concept récent et plus qu'un concept, une notion aussi extrêmement floue qui fait l'objet d'une inflation dans l'utilisation actuelle, mais avec beaucoup de sens différents. Donc, mon premier objectif dans ce petit exposé, ce sera de trouver un certain nombre de repères en remontant très loin, plus loin que ce que Google Scholar permet de repérer, et puis d'essayer de mettre en évidence un certain nombre de paradoxes qui nous donnent à penser tout au long de ce symposium. Tout d'abord, la vulnérabilité est probablement aussi vieille que l'humanité. Elle hante nos mythes et nos rites. C'est probablement la fragilité de l'être humain qui l'a forcé à cultiver le souci pour autrui, nécessaire à la survie de son espèce, à faire le pas de la réflexivité inaugurale dans le mode d'apparition de l'humain. C'est probablement de cette fragilité qui l'a amené à se renforcer avec le développement de la culture et de la technique. Et c'est encore cette fragilité qui nous amène à nous interroger aujourd'hui sur d'autres fragilités, la vulnérabilité de notre environnement, en lien avec ces mêmes développements techniques dans le cadre d'économies en croissance que nous ne maîtrisons plus. Tout ce qui blesse potentiellement l'humain provoque sa réflexion, le contraint à se structurer collectivement de manière plus ou moins consciente. Et c'est aussi, bien sûr, son propre potentiel de violence contre lui-même ou son environnement qui l'oblige au sens moral et pratique du terme à se mettre des limites, à s'interroger sur les conditions de son existence et de son devenir. Vulnérabilité et réflexion sur la dignité humaine sont donc intimement liées. Mais la prise de conscience de cette dernière s'impose à nous d'abord par la négative, par un cri, une révolte, une indignation, surtout pas cela. Malheureusement, cela se joue le plus souvent après coup, après des dénis, des crises, des destructions, de la violence, car plus les atteintes à notre propre dignité sont difficiles à penser, prises au piège de rapports de force qui enferment dans le non-dit l'impensé ou l'impensable. Elles sont prises au piège de rapports de force qui enferment dans le non-dit. Derrière ces silences, c'est nous qui craignons d'être mis à nu dans notre vulnérabilité. Notre vulnérabilité, notre responsabilité se construit par la mise en évidence de nos failles, de nos faiblesses morales, de nos trahisons, petites et grandes, en regard des croyances ou idéaux proclamés progressivement par les collectivités humaines. Premier point de notre réflexion, donc, la vulnérabilité nous donne à penser. C'est ce qu'exprimait André Malraux dans ses écrits sur l'art et la culture. Pour lui, l'humanisme est issu de cette vulnérabilité qui nous donne à penser. L'humanisme n'a rien à voir avec l'effort de l'homme de se distinguer de l'animal, disait Malraux. C'est au contraire refuser ce que veut la bête en nous et tenter de retrouver l'homme partout où nous avons trouvé ce qui l'écrase. L'indignité est ainsi au cœur de nos interrogations sur nous-mêmes. Qui sommes-nous? Comment pouvons-nous apprendre à nous connaître et connaître le monde? Où allons-nous? Telles sont les grandes questions de la philosophie. C'est Paul Ricoeur qui le souligne. Il y a dans la réflexion sur notre dignité une exigence plus vieille que toute formulation philosophique qui tient à ce que quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain. Cela nous fait une belle jambe parce que cela ne nous donne pas une idée très précise de notre dignité. Cela revient simplement à mettre une équivalence entre la question de la dignité et la question de notre humanité. Un regard sur de nombreuses traditions de sagesse permet de voir que cette exigence de dignité s'est exprimée de manière extraordinairement convergente, malgré les différences culturelles, sous la forme d'un principe de réciprocité. Comporte-toi avec les autres comme tu voudrais qu'ils le fassent avec toi. À partir du XVIIe siècle, ce principe est mis en évidence comme une sorte de règle d'or. Comme deuxième pas de notre réflexion, je retiendrai ce principe de réciprocité. Ce principe est encore aujourd'hui cité comme une des sources majeures d'une culture universelle des droits humains.
Pourtant, cette exigence a mis du temps à s'exprimer sous la forme d'une égale dignité pour toutes et tous, telle que nous l'entendons aujourd'hui. L'usage du mot dignité fut longtemps réservé à des positions éminentes. Dans l'Antiquité, être élevé à la dignité de juge exigeait un comportement digne de sa fonction. C'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, mais qui n'est pas toujours respecté. La position éminente du juge au comportement qui devait se montrer à la hauteur de sa fonction appuyait en retour son autorité. Dans la modernité bourgeoise, en dépit des valeurs d'égalité promues par la Révolution française, le mot dignité reste réservé à la désignation des fonctions d'autorité dans la République. Dans la Déclaration universelle, dans la Déclaration française, des droits humains, eh bien, le mot dignité n'apparaît pas du tout dans le préambule de cette déclaration. Il apparaît justement au chapitre 6 qui concerne la dignité réservée à certaines fonctions et à l'exigence de dignité dans l'exercice de ces fonctions. Par ailleurs, la classe bourgeoise aussi, à cette époque, veille à se montrer digne à travers l'exercice de la vertu, conçue comme un art de la distinction. On est encore dans la production des inégalités. Un grand tournant intervient avec le développement de la philosophie de Kant. J'ai étudié ici dans cette université avec Jeanne Hersch, pour qui c'était le tournant décisif dans l'histoire de la pensée critique et de la philosophie. En plein débat sur l'esclavage, en plein développement des démocraties modernes, Kant tente de fonder une éthique humaniste sur ce qu'il appelle la raison pratique. Selon lui, le grand apport des Lumières est la reconnaissance de la capacité de l'être humain à penser par lui-même, à se servir de son propre entendement pour juger et agir selon ses propres normes et non selon des dogmes qui mettent en sommeil son discernement. La dignité de l'homme, pour Kant, suppose donc la mobilisation de sa capacité de pensée critique qu'il doit pouvoir exercer de manière autonome. En conséquence de ce principe d'autonomie, Kant érige également un devoir moral de non-instrumentalisation d'autrui. Ce qui est instrumentalisable, c'est ce qui peut être considéré comme un objet, une marchandise. L'homme, lui, n'est pas un simple instrument. Alors que toute marchandise est interchangeable et peut donc s'acheter, l'être humain, lui, n'a pas de prix, il a une dignité qui fonde son unicité et son autonomie. On ne saurait donc l'utiliser comme un simple moyen. L'impératif pratique qui lui semble mieux à même de mettre en valeur toutes les lois de la volonté autonome s'énonce donc de la manière suivante: agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta propre personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais comme un moyen. Kant faisait peut-être déjà du Macron, mais ce toujours en même temps est ici beaucoup plus fondamental que peut-être une certaine forme de compromis. C'est le refus de toute forme d'instrumentalisation. Kant nous désigne donc un troisième élément, toujours très actuel, d'une réflexion sur la dignité. Être digne, c'est penser agir par soi-même ou de manière autonome, en mobilisant sa raison avec autrui, sans chercher à l'instrumentaliser, sans chercher à instrumentaliser qui que ce soit, même pas soi-même. C'est ce qui fonde le respect de l'humanité en soi-même et en autrui. Après la Seconde Guerre mondiale, la question du respect dû à tout être humain, sans discrimination, était devenue incontournable. C'était justement, comme Michel l'a rappelé à propos de la question de la résilience, c'était quelque chose qu'on ne peut pas banaliser en tant que tel. Et c'est fait qu'on parle aussi avec humilité maintenant de cette question de la dignité, qu'à avoir la question du minimum vital avec la Shoah. Et pourtant, c'est important de ne pas banaliser non plus la question du minimum vital. Cela, quelque chose de terrifiant qu'il faille en arriver à un tel point de contradiction entre les valeurs humanistes prônées progressivement, surtout depuis la Renaissance, pour provoquer une prise de conscience collective. Mais après ce monument d'indignité que fut le nazisme, cette prise de conscience a eu le mérite d'exister. C'est à cette occasion que la notion de dignité a été affirmée
comme référence centrale pour promouvoir un monde de paix et de justice, en se référant explicitement à Emmanuel Kant. Dans la Déclaration universelle des droits humains, la dignité est définie comme valeur intrinsèque de l'humanité dans le système des droits humains. Si l'on doit respecter inconditionnellement tout être humain, quel que soit son âge, son sexe, sa santé physique ou mentale, sa religion, sa condition sociale ou son origine ethnique, c'est précisément parce qu'il a une valeur intrinsèque. Ce respect fondamental, c'est ce que recouvre le mot dignité dans son acception générale, ontologique, et non plus seulement morale, je dois me montrer digne de, c'est-à-dire une acception du mot dignité qui renvoie à l'être humain en tant que tel. Proclamé pour refuser l'innommable et l'indignité absolue, l'arsenal des droits humains au niveau international s'est donc prioritairement construit autour de la nécessité d'assurer l'exercice des droits, leur protection, leur promotion, conformément à ce qui est jugé digne de l'être humain. Reprenant les valeurs phares de la Déclaration française des droits humains, la dignité s'est cependant aussi inscrite comme un horizon commun à l'ensemble des sujets de droit. Doués de raison et de conscience, nous devons agir les uns vers les autres comme dans un esprit de fraternité et en respectant liberté et égalité. Telle est l'interpellation de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits humains. La valeur intrinsèque qui doit être respectée en tout être humain en appelle non seulement au respect de chacun, mais aussi à une transformation profonde des sociétés humaines pour les rendre plus humaines, c'est-à-dire plus libres, plus conformes à l'idéal d'égalité et plus fraternel. On le sait, dans la formulation des grands principes dans les termes du droit positif est une longue aventure. Et l'écart entre ces principes et leur mise en œuvre concrète est un défi permanent pour l'action sociopolitique, mais aussi pour l'action sociale dans nos sociétés, puisque ces sociétés tendent, si on les laisse livrer à elles-mêmes, à se structurer dans l'inégalité et l'injustice. Comme quatrième point crucial de notre réflexion sur la dignité, je retiendrai cette notion d'écart entre l'idéal programmé des droits humains et la réalité de sa mise en pratique. Si la notion de dignité est vue par beaucoup comme trop floue pour permettre de déterminer des droits positifs, son indétermination précisément n'est pas sans intérêt. Elle nous permet d'évaluer le droit existant à partir de ces grands principes fondateurs, d'interroger constamment nos pratiques qui ne sont jamais à la hauteur des aspirations humaines que ces principes incarnent. Le questionnement constant sur la dignité humaine maintient notre regard sur l'horizon de la promotion des droits humains, et ce questionnement doit être permanent si nous voulons être à même de repenser dans nos contextes actuels la promesse humaniste qui soutient l'aspiration fondamentale à la dignité pour toutes et tous. Dans le champ d'intervention de Caritas, eh bien, nous avons surtout comme préoccupation aussi, bien sûr, les droits civils et politiques, mais cet idéal de fraternité. Caritas, dès ses origines, a ancré son propre nom dans le fameux mot carous, hein, qui veut dire, qui est un des noms qui invite à l'amour du genre humain, qui se traduit par le souci pour autrui, au-delà de son cercle de proches et d'amis. C'est la même racine qui a donné lieu aux éthiques du Caire, qui ont été développées par divers courants philosophiques contemporains. Or, cet idéal de fraternité est le parent pauvre parmi les grands principes fondateurs des droits humains. Peut-être parce qu'il est celui qui a mis le plus en concurrence les différents modèles de société, en particulier à l'époque de la guerre froide, avec l'affrontement entre blocs communistes et capitalistes. La montée des communautarismes aujourd'hui pose aussi question. Certains mouvements de cette veine communautariste se réfèrent à une vision de la fraternité qui pourrait se clore sur des bases identitaires ou en fonction d'aires culturelles ou religieuses de référence. Au niveau international comme au niveau local, un des défis dès aujourd'hui est de cultiver un dialogue entre égaux en droit, riche de leur diversité culturelle. Force est de constater cependant que nous avons beaucoup à faire pour lutter contre les approches ségrégatives et pallier à leurs effets, même dans une ville ouverte et internationale comme Genève. Le principe de fraternité s'est aussi concrétisé à travers des visées plus pragmatiques, à savoir nos systèmes de protection sociale,
droit à une assistance de dernier recours, à une aide d'urgence, politique d'intégration des étrangers et de réinsertion des personnes en difficulté, sans compter bien sûr tous les droits concernant les personnes âgées et handicapées. Ces différentes politiques publiques se sont déployées progressivement avec une extraordinaire diversité selon les États et même au sein de chaque ensemble national. Nous sommes bien placés en Suisse pour le savoir. Or, pour la première fois depuis la proclamation des droits humains universels, même dans les pays ou régions les plus avancés, où les systèmes de protection sociale sont les plus avancés, on s'interroge sur la viabilité à long terme de ces systèmes. Cela m'amène au 5e pas de ma réflexion. Il me semble que c'est dans ce domaine de l'aspiration à une entraide fraternelle que l'écart est le plus grand entre les idéaux et les réalités de la pratique. Et ce n'est pas sans danger pour la dignité humaine. On peut tenter de résumer ces dangers en quelques paradoxes dont certains vont faire l'objet d'interventions plus détaillées durant ce symposium. Premier paradoxe, les systèmes prévus pour gérer des risques concernant tout le monde, ont été prévus pour gérer des risques concernant tout le monde, mais dans des proportions qui ne touchaient qu'un petit nombre au départ. Et ces systèmes se trouvent confrontés aujourd'hui à une ampleur des besoins qui n'avaient pas été anticipés à leur fondation. Le danger pour la dignité humaine est ici qu'on en vienne progressivement à réviser à la baisse les standards assurant un minimum d'existence, et donc à considérer les personnes et leurs besoins fondamentaux comme la variable clé d'ajustement des budgets. Se résigner à envisager cela sans penser à des alternatives, cela reviendrait à considérer la finalité de ces systèmes, la personne en difficulté, comme un simple instrument. Or, ces changements sont déjà en cours, au point que l'on parle d'un risque d'érosion des droits sociaux, voire de leur démantèlement. Second paradoxe, alors que les droits sociaux sont censés se déployer sur un horizon d'universalité, on voit de plus en plus coexister différents régimes de protection, d'assistance, des régimes différents entre jeunes et moins jeunes, entre migrants et nationaux, entre méritants de par leur collaboration aux politiques d'activation et non méritants, entre hommes et femmes, entre employables et inemployables. Le danger est ici une mise en question radicale du principe de l'égale dignité en droit qui devrait être promue en combattant toute forme de discrimination. Troisième paradoxe, les politiques publiques censées combattre l'exclusion, la marginalisation, la désaffiliation se déploient parfois dans le sens contraire des buts visés. Je dis bien parfois car il y a beaucoup qui est tenté pour éviter cela. Mais il faut ouvrir les yeux sur ces phénomènes pour limiter les risques en question. L'insertion produit de l'exclusion par sélection des bons profils. C'est ce que va nous dire tout à l'heure Jean-Michel Bonvin. Au détriment des autres qui sont de plus en plus nombreux. L'assistance produit de la stigmatisation et de la déconnexion par le simple fait qu'elle est dite assistance de dernier recours et qu'elle ne doit pas se montrer trop attractive. Et pourtant, son premier but est d'assurer de quoi reprendre confiance en soi dans une phase de transition et de rebondir. L'aide, dans certaines circonstances, peut produire de la dépendance en lieu et place d'être un moyen d'autonomisation. Les restrictions des droits des migrants, les restrictions des moyens pour leur intégration, les précarisent et entravent leur chance de s'affranchir de l'assistance. Enfin, dans les situations d'extrême précarité, le fait de perdurer dans une situation d'aide d'urgence, par manque d'opportunités, maintient dans un effort surhumain, axé sur la simple survie, au lieu de pouvoir bénéficier d'une hospitalité permettant de se restaurer et de se reconstruire. Les risques sont ici majeurs, ce sont des risques d'une disqualification sociale, qu'a bien décrite Serge Pogam, ou d'une désinsertion, qu'a bien décrite de Gaulle et Jacques. Et ces risques de disqualification s'ajoutent aux difficultés premières et peuvent enfermer durablement dans une situation sans issue. Et tout cela avec de nombreux coûts supplémentaires à la clé, des coûts humains qui sont sans prix, bien sûr, comme le disait Kant, mais aussi des coûts financiers. Cela devrait nous donner à penser pour
réfléchir à l'avenir de ces systèmes de protection sociale. La concentration des moyens, quatrième paradoxe, la concentration des moyens dans les dispositifs d'assistance en raison du manque d'opportunités qu'ont les bénéficiaires d'en sortir, réduit d'autant la marge de manœuvre pour investir en amont dans la prévention des risques de basculement dans la précarité. Et là, Jean-Michel Bonvin nous parlera un petit peu des alternatives qui peuvent exister pour penser ce paradoxe. Cinquième paradoxe, certaines personnes en difficulté ayant droit au système d'aide institué n'y font pas recours pour diverses raisons, mais souvent par manque de connaissance des droits ou par inadéquation entre l'offre et la demande. Et ça, c'est plus inquiétant. Et cela nous interroge sur la manière dont nous pouvons offrir des services plus appropriés. C'est une des questions que Barbara Lucas va nous aider à traiter. À travers toutes les contradictions énumérées ci-dessus, le danger majeur est celui d'une panne de la réflexion commune pour sortir de telles situations. La panne vient non seulement de la fâcheuse tendance qu'ont les systèmes organisés à se reproduire selon leur pente naturelle, mais cette panne provient aussi de l'exclusion des personnes concernées au premier chef, celles qui sont censées être bénéficiaires de l'action publique et qui se voient trop peu impliquées dans les réflexions concernant l'évaluation des politiques publiques ou des dispositifs d'entraide. Ce n'est pas un moindre effet de la disqualification sociale que de minoriser la parole, la pensée propre, le droit à l'initiative des personnes concernées, tout cela sous couvert de responsabilisation, de mobilisation dans le cadre des politiques dites d'activation. Donc l'objectif de Symposium, c'est de veiller à maintenir une veille critique autour de tous ces enjeux. C'est aussi de faire en sorte qu'on réfléchisse à faire davantage de place aux personnes concernées. Nous allons le voir justement aussi après l'exposé de Jean-Michel Bonvin avec la question des jeunes en difficulté. Comment faire une place, comment transformer nos organisations pour faire une place qui permet à ces jeunes de prendre toute leur place dans la société, de reconstruire leur avenir. Ça oblige nos organisations à se transformer, comme le montrera Norberto Isamcem. Le but de certaines enquêtes que nous parrainons, que nous organisons avec la Haute École de Travail Social parfois, c'est aussi de donner la parole aux personnes qui ne font pas recours à donner la parole aux personnes. C'est l'enjeu de l'enquête sur le non-recours aux prestations d'aide sociale dont nous parlera Barbara Lucas. Nous allons avoir aussi la possibilité de mieux comprendre la manière dont les familles mobilisent des ressources pour exister dans les changements profonds qui transforment la cellule de base de la société qu'est la famille, mais qui se déclinent aujourd'hui sous des formes multiples. Nous allons essayer de mieux comprendre aussi l'extrême précarité, en donnant la possibilité à des personnes, en montrant un projet qui a donné la possibilité à des personnes roms précaires de jeter des passerelles entre Roms et Genevois. Nous essayerons aussi de mieux comprendre la vulnérabilité du grand âge pour maintenir un lien chargé de sens avec nos aidés. Et j'aimerais terminer par un hommage à Agir en toute dignité, ATD, dont a parlé Michel Horis, qui depuis des années essaye justement d'aménager des espaces fragiles de parole qui ne sont malheureusement pas assez repris dans la continuité. Mais récemment, donc, ATD a organisé un parlement des inaudibles. Toutes les personnes qui, justement, ne parviennent pas à faire entendre un certain nombre de souffrances qui n'ont bien sûr rien à voir avec la Shoah ou avec les grands événements qui ont marqué l'histoire de la dignité, mais qui sont des souffrances en silence, qui ne parviennent pas à se dire. Et là, je crois que notre responsabilité dans l'action sociale, c'est justement d'être des passeurs, d'être les instruments d'une écoute attentive, d'une considération apportée à ces personnes, mais aussi de leur permettre de s'exprimer et de développer des forums qui peuvent permettre à ces personnes d'influencer aussi les débats de société qui nous concernent tous. Merci de votre attention et je vais passer sans transition la parole à M. Jean-Michel Bonvin.